avec des disciplines fort diverses, sociologie, écologie, économie, politique, philosophie, démographie, anthropologie, histoire. Enfin, je pourrais continuer, mais aussi le droit, les mathématiques. Je dis tout ça très rapidement, exprès pour montrer qu'aucun domaine n'échappe. Il y a même des livres sur le fait qu'il y ait tant de livres sur le sujet. Oui, oui. Majoritairement, ce sont des essais. Un essai, c'est l'exposé d'une réflexion personnelle. Il peut s'appuyer sur des données scientifiques comme une recherche, mais il s'autorise à être partisan. Mais on trouve aussi des livres à contributions multiples, des dialogues, des romans, des fables, des textes de science-fiction, des films. Quel domaine échappe ? En 2011, le couturier Karl Lagerfeld a proposé une collection haute couture post-apocalyptique, dont la couleur dominante, disait-il, était terre brûlée. Chaque essayiste a tendance à mettre son champ disciplinaire au centre. Peu ont une vision d'ensemble, j'en citerai quelques-uns. Mais deux champs semblent surdéterminer les autres, l'écologique et le numérique, avec leurs conséquences sur l'économique, le social, le politique. Avec Dominique, nous sommes partis du principe que toutes les lectures étaient intéressantes, qu'il fallait avoir un esprit ouvert, mais critique, et essayer de deviner l'homme derrière le penseur et d'engager le dialogue. Premier constat, des éclairages multiples, contradictoires, de la lumière, de l'ombre, des trous noirs. Déjà, par rapport à la diversité des diagnostics. Exemple, remise en cause du terme crise. Pour certains auteurs, il faut mettre le mot au pluriel, d'autres sont plus radicaux et le refusent. Une crise, disent-ils, c'est temporaire. On peut, au prix de quelques modifications, revenir à un état proche du précédent. Là, non, le vieux monde est mort. L'humanité va vers quelque chose de radicalement différent. Il serait donc plus juste de parler, comme nous l'avons fait cette semaine, de métamorphose, voire de révolution. Les références historiques, quand il y en a, citent le néolithique, quand les hommes se sont sédentarisés, ou la Renaissance. On trouve une alternance entre des dimensions très pointues, l'accès à l'eau dans les prochaines décennies, par exemple, ou au contraire une hauteur de perspective, comme celle d'un auteur que je citerai souvent ce matin, Edgar Morin, qui parle d'une crise gigantesque, faite de multiples crises conjointes et enchevêtrées, politiques, économiques, sociales, démographiques, financières, culturelles, morales, religieuses, éducationnelles, toutes liées en un gigantesque nœud gordien, constituant, je cite, la crise de l'humanité qui n'arrive pas à accéder à l'humanité. Il y a un relatif consensus, cependant, qui se dégage. Nous sommes embarqués. Et on peut avoir l'image d'une barque, on en a vu, sur un océan. Une nuit, je reprends une phrase de Helena, je la citerai aussi souvent, dans une nuit enceinte, et on ne sait pas vers quel port, là pour le coup, on va. Et le mot embarqué est plus philosophique qu'il n'y paraît. Il dit que l'homme est un animal questionné. Sa relation à l'environnement, aux autres, à lui-même, ne va plus de soi. Il lui faut répondre. Le philosophe Mounier disait au siècle précédent que cette relation au monde, aux autres, à soi, relation qui ne va pas de soi, est certes une servitude, mais il rappelle que ce n'est pas une malédiction. Habituellement, la société fournit des réponses. Chaque culture propose un rapport à la nature, des modalités de lien social, par l'éducation, par la transmission des valeurs. Aujourd'hui, ces réponses vacillent. Les valeurs socles sont chahutées. Progrès, travail, croissance, richesse, même la question du bonheur. Une refondation est nécessaire. Dénonciation majoritaire, mais pas générale dans ces ouvrages, de l'attitude de l'homme.
une critique très forte du présent, de nos sociétés inégalitaires, violentes, inhumaines, des individus indifférents, des États incapables. Dans le registre de l'écologie, un terme émerge, l'anthropocène, l'influence de l'homme sur la Terre. Plus grave encore, l'homme serait à l'origine de la 6e extinction qui a déjà commencé et qui finirait par le détruire. Mais là aussi, des dissensions apparaissent. Certains sont sceptiques. Scepticisme, non sur le fait d'une mutation, d'une métamorphose, mais sur son ampleur, sur les champs concernés. Scepticisme, par exemple, et oui, sur le gaspillage des ressources naturelles, par exemple, et sur ses conséquences. Un mathématicien comme Benoît Ritaud. Scepticisme aussi sur la responsabilité de l'homme. Doute sur l'anthropocène, en disant que, ok, il y a peut-être des changements, mais qu'on n'est pas certain que l'homme en soit la cause. On connaît des noms en France. Ceux-là soutiennent qu'il faut encore plus de science, plus d'OGM pour résoudre les problèmes à venir de l'alimentation, plus de moyens techniques pour piéger le carbone, plus. Ces courants-là existent. Mais un accord général pour dire que le grand fruit de la modernité, c'est l'incertitude. Face à cette incertitude, différents auteurs dénoncent ce qu'ils appellent le prophétisme catastrophiste. Je voudrais m'y arrêter un instant. Ils dénoncent donc le prophétisme catastrophiste et son omniprésence. Quel est le déroulement du catastrophiste ? 1. Les raisons de paniquer, chacun les connaît. 2. La cause profonde du cataclysme en cours, personne ne la connaît, sauf l'auteur qui va tout vous dire. 3. À votre place, je saisirai la perche, c'est votre dernière chance. 4. Finalement, non, il n'est pas trop tard, c'est juste à temps, il est minuit moins 5. On trouve de manière récurrente cela. Mais, on peut s'interroger sur le scénario catastrophe, mais on peut aussi s'interroger sur cette critique du prophétisme catastrophique. On peut dire qu'elle lasse, n'apprend plus rien, qu'elle devient contre-productive, ce que soutiennent certains auteurs. Je choisis pour ma part, à vous de voir, de ne pas me laisser piéger par cette critique du prophétisme catastrophique. Non pas que ça me semble un discours idéal, mais ceux qui parlent disent, peut-être maladroitement, leur inquiétude profonde, leur souhait d'autre chose, leur volonté de chercher et d'agir. Et je retiens le fond. On pourrait parler, si on refuse le terme de prophète, pourquoi pas, on pourrait parler de lanceur d'alerte, on pourrait parler de guetteur. Pour moi, par exemple, mardi matin, je trouvais que François Morin était un guetteur. Et je veux bien écouter les guetteurs, parce que leurs propositions m'intéressent, parce qu'au moins, ils font des propositions. La critique est si facile. Hulot, par exemple, dénonce le parti pris sceptique et négatif des intellectuels, notamment parisiens, dit-il, revenus de tout. Beaucoup plus fort dans la dénonciation, y compris du catastrophisme, que dans la proposition. Voilà. Une participante de l'atelier d'écriture nous a donné, parce que j'ai mis aussi quelques paroles, nous donne selon moi une clé. Elle écrit « Je résiste si on me parle de rumeurs terrifiantes ». Et effectivement, si c'est des rumeurs, je crois qu'on peut résister. Il faut faire la différence entre la rumeur terrifiante et l'analyse fondée. Je remercie cette participante pour cet éclairage que j'ai trouvé éclairant. Je me refuse donc à tomber dans le piège de l'optimisme, de modéré à béat, qui succède au pessimisme, généralement, lui, très profond, très noir. Edgar Morin se définit comme un opti-pessimiste. Quand on lui demande si on va vers l'abîme, il répond « probablement ». Mais il ajoute « Encore faut-il savoir ce que signifie le probable ». Je cite « C'est pour un observateur en un lieu et en un temps donné, les perspectives futures à partir des meilleures informations dont il peut disposer sur les dynamiques du présent. Mais le probable, on pense à Helena, laisse sa chance à l'improbable qui comporte l'imprévu comme l'imprévisible. Il donne l'exemple, lui, l'ancien résistant de 1941, quand tout espoir semblait éteint.
L'improbable salvateur peut surgir de la crise parce que si une crise ouvre des incertitudes et des possibilités, elle offre aussi des possibilités. Il cite le poète Hölderlin, « Là où croit le péril, croit aussi ce qui sauve ». J'évite donc aussi le piège de la seule dénonciation des autres. On peut parler longtemps de l'intoxication de la croissance qui a conduit au grand gâchis au début du XXIe siècle. Ceux qui sont en accusation, les multinationales, champs pétroliers, chimiques, agroalimentaires, les financiers, cupides, assassins qui sacrifient les générations à venir. Bien sûr, j'ai tendance à être d'accord, mais plutôt que d'accuser les autres, de me perdre dans la dénonciation, je me demande si ça n'est pas une façon d'éviter mon « et moi, je me situe comment ». Hélène Balazar explique que l'on peut être à la fois critique et actif, qu'il faut valoriser la critique plutôt que la fuir, n'être ni trop cynique ni trop idéaliste, et elle défend un pragmatisme radical, avec un accent égal sur les deux termes de pragmatisme et de radical. Voilà. Je me rends compte que je me sens plus concernée, plus touchée, si on me parle de 1000 révolutions plutôt que de la révolution, plus sensible si l'on me dit qu'il faut d'abord changer de paradigme, comme nous l'a encore proposé Elena. Le mot-clé que je retiens, c'est l'engagement. S'engager, c'est différentes choses. C'est d'abord refuser la passivité, continuer à gaspiller les ressources naturelles. Après moi, le déluge. Je reviendrai en conclusion sur cet après moi, le déluge, parce qu'il questionne un domaine que, pour le coup, je connais bien, qui est celui du lien intergénérationnel et de la responsabilité. On trouve dans un autre registre, pas si lointain que celui de la passivité, la tentation de la fuite. Et là, il y a une figure intéressante qui est la figure de l'ermite, la mode actuelle des cabanes. Le livre de Sylvain Tesson. Voilà, c'est une tentation ancienne. Hein. On pense au livre de Thoreau, paru en 1854, Walden ou La vie dans les bois. Hein. C'est très ancien. C'est bon, voilà. Mais si on regarde plus près de nous le livre de Sylvain Tesson, je voudrais vous montrer cette fuite. La 4e de son livre de couverture. Assez tôt, j'ai compris que je n'allais pas pouvoir faire grand-chose pour changer le monde. Je me suis alors promis de m'installer quelque temps seule dans une cabane, dans les forêts de Sibérie. Là, pendant 6 mois, perdue dans une nature démesurée, j'ai tâché d'être heureux. Je crois y être parvenue. Il se dit pionnier. Le froid, le silence et la solitude sont des états qui se négocieront demain plus cher que l'or. Il dit vouloir s'inscrire dans une utopie décroissante. Il parle, comme nous l'avons fait, de sobriété luxueuse. Affirme que la technique ne l'emprisonne plus dans le cercle de feu des besoins qu'elle crée. Mais la première phrase de son bouquin est la suivante. La marque Heinz commercialise une 15aine de variétés de sauces. Et l'auteur remplit 6 caddies de pâtes et de tabasco pour son séjour. On commence par la société de consommation qu'il dit vouloir fuir. 6 caddies de pâtes et de tabasco. Il le dit lui-même. Vivre seul, ici en Sibérie, n'apporte rien à la communauté des hommes. L'expérience de l'ermitage ne verse pas son écho à la recherche collective sur les moyens de faire vivre les gens ensemble. Page 190. Alors, non à la fuite dans les cabanes. Je reviens à Mounier. L'exigence la plus immédiate d'une vie personnelle, celle qui s'adresse aussi bien à l'incroyant qu'au croyant, à l'athée qu'au fidèle, c'est celle de l'engagement. S'engager, c'est assumer la responsabilité d'une œuvre à réaliser, d'une direction définie de l'effort, avec la volonté d'améliorer l'avenir humain. Mounier parle de fidélité à nos actes choisis. Je cite, « La personne est un être responsable que le monde interroge et qui répond.
Il croit que les individus, comme les sociétés, détiennent un potentiel générateur, régénérateur, créateur, même s'il est inhibé. Morin parle, lui, d'un état naissant, et il croit à la vertu des états naissants, pour les sociétés comme pour l'individu. Je cite, « Voilà le message qui est devenu mien. Il faut commencer et toujours recommencer. Toutes les vertus se manifestent dans les états naissants avant que n'interviennent les dégradations. C'est vrai dans l'amour, c'est vrai en politique, dans la révolution, c'est vrai partout. Commencer et recommencer. » Ça me paraît un mot-clé, cette notion d'état naissant. Voilà. Cynthia Fleury aussi, on peut toujours se montrer pionnier sur l'exemplarité. Et comme le dit un philosophe sur lequel j'ai beaucoup travaillé, Vladimir Yankelevitch, oser faire ce que l'on peut faire. Non pas ce que l'on doit faire, qui amène à la figure du héros, mais oser faire ce que l'on peut faire. Ose, en lettres majuscules, a écrit une des participantes dans l'atelier d'écriture. Ose. Donc, oser ce que l'on peut faire, c'est refuser, comme le dit aussi une autre participante de l'atelier d'écriture, refuser de la fatalité, refuser la force aussi supposée des habitudes. Je résiste à mon immobilisme, à la routine et au confort qui analysent toutes mes velléités de résistance, écrit-elle. Je trouve très intéressant cette notion. Donc, oser faire ce que l'on peut faire et pas ce que l'on doit faire. Ça change la position intérieure. S'engager dans quoi ? Alors là, je vais être beaucoup plus bref parce que je crois que les réponses sont très individuelles, parce que choisies, justement, comme l'a dit Monnier. Nous avons vu, par exemple, dans la journée de lundi, des exemples d'intervenants qui nous ont présenté, comme Éric Dupin, les actions des autres, suivis de Myriam Escafit qui a présenté sa propre action. Donc on peut, vous voyez, il y a différents... donc il y a des réponses très individuelles, il y a des micro-actions. Voilà. Ne pas mépriser les micro-actions. On a beaucoup parlé du colibri, loin de là, les micro-engagements. Et puis il y a aussi, on l'a bien perçu, mais il faut savoir que l'action, c'est le contraire d'un discours, dans tous les cas. Il faut bien voir aussi qu'il y a l'intérêt de la non-action. La non-action. Si je choisis ce que je peux faire, si j'ose ce que je peux faire, eh bien, par exemple, je peux ne pas acheter le vêtement construit au Bangladesh à des prix, voilà. Et est-ce que je peux oser acheter, localement mes légumes, Le pouvoir est au bout de la carte de paiement, ne pas acheter, au bout de la télécommande. Donc, dans les micro-actions, il n'y a pas forcément du faire, il y a aussi du ne plus faire. Je cite ici Mathieu Ricard, que la simplicité volontaire ne consiste pas à se priver de ce qui nous rend heureux, ce serait absurde, mais à mieux comprendre ce qui nous procure une satisfaction véritable et à ne plus être assoiffé de ce qui engendre davantage de tourments que de bonheur. Alors, s'engager implique donc, on l'a vu, de travailler sur soi. Travailler sur soi. Fameuse question de l'individuel et du collectif. J'ai été très sensible, là aussi, à ce qu'a dit Elena, non pas l'un ou l'autre, mais le tiers-terme, la quête du tiers-terme, ce qui est un changement profond, elle nous l'a bien dit, de paradigme. Beaucoup d'auteurs parlent de ce chantier personnel, disent que voilà. Alors la question, c'est quel lien y a-t-il entre l'engagement et le travail sur soi ? Eh bien, ce sont les philosophes qui l'expliquent le mieux, qui parlent, par exemple, comme Michel Puech, de multiples possibilités de résolution. Le terme résolution me paraît important, qu'offre la vie quotidienne. La résolution met en place la réappropriation des décisions. La résolution, c'est le commencement de l'action, c'est-à-dire le commencement de son être.
plusieurs philosophes reprennent un autre philosophe, Schopenhauer, qui distingue ce que l'on est, ce que l'on a, ce que l'on représente socialement. Et c'est à ce qu'il est que l'homme porte souvent le moins d'attention. Emerson, un poète américain qui était contemporain et ami de Thoreau, qui a écrit le fameux Walden ou La vie dans les bois, disait « Apprenons à puiser dans l'océan intérieur qui coule en chacun de nous et cessons de mendier un verre d'eau auprès des autres. » Il ne s'agit pas de se prescrire des devoirs, encore une fois, simplement d'oser faire ce que l'on peut faire. Il ne s'agit pas de se fixer des fins, il s'agit d'être des individus, des agents, des soi consistants et endurants, capables de prendre soin de soi et des communs. Si je devais vous inciter à une réflexion suite à cette université d'été, à retenir un concept clé qui permet de cheminer à travers tous les autres, c'est certainement non pas le terme communauté, non pas forcément le terme bien commun, mais le terme simple et nu de commun. Il y a beaucoup d'ouvrages sur ce terme de commun. Je ne vous en recommanderai aucun parce qu'aucun n'est totalement satisfaisant. Par exemple, la première fiche de lecture que m'a demandé Dominique, c'est le gros bouquin de 500 pages de Dardot et Laval. Oui, passionnant. Passionnant, extrêmement intéressant sur le plan historique, sur le plan, on y regarde les notions de communauté, de communisme, les communaux des paysans du Moyen-Âge, du commerce. On y regarde on regarde énormément de choses. Mais comme me le faisait remarquer Carole Fabre qui est intervenue, on n'y trouve rien, par exemple, sur la notion du numérique, alors qu'elle est aujourd'hui centrale par rapport à la notion de commun. Donc il faut peut-être compléter le bouquin de Dardot et Laval par celui de Michel Lallemand sur l'art du faire, qui a beaucoup travaillé sur les communautés de makers, notamment en Californie. Donc, aucun bouquin peut-être en particulier, mais soyez attentifs à cette réflexion, à cette notion du commun, parce qu'elle me paraît tout à fait centrale. Voilà. Donc, construire un soi consistant, c'est mettre sa pensée en capacité d'action. Voilà. Nous sommes donc, j'avais cité hier Jung, on ne peut payer son tribut que si on participe, que si on se développe soi-même, mais on ne peut se développer soi-même que si on participe. Ça n'est pas pour moi l'un ou l'autre, c'est vraiment, comme le suggérait Elena dans son changement de paradigme, le lien entre les deux. J'ai parlé de philosophes, mais nous sommes tous philosophes. Et nous pouvons tous nous demander qui nous sommes, ce pourquoi nous sommes faits, et comment nous pourrions nous épanouir et contribuer à l'amélioration du monde. Quelles sont les valeurs les plus importantes pour moi ? Sécurité, argent, amour, liberté, justice, succès, vérité. Quelle hiérarchie entre elles ? Je vais citer Gandhi, et vous verrez que je reprendrai cette phrase plus tard dans un tout autre contexte. Gandhi dit « Soyez le changement que vous voulez dans le monde ». Mais vous allez voir comment on peut retourner cette phrase. Donc le projet infrapolitique est d'abord projet de soi. C'est une longue tradition. Thoreau, Emerson, Gandhi, etc. Gandhi encore, chacun est le gardien de sa dignité et de sa liberté. Thoreau, il n'y a pas besoin de s'éloigner physiquement, de partir dans une cabane dans les bois pour s'éloigner symboliquement. Pas besoin d'une cabane dans les bois pour se prendre en charge soi-même. Voilà. La véritable réforme, dit-il, peut être entreprise au matin de n'importe quel jour avant d'ouvrir les volets. Pas besoin de réunir un congrès. Donc voilà. Pour Morin, l'individu aussi est renaissant. Il parle souvent de ses propres renaissances. Ce qui veut dire que s'engager, pour faire le lien entre les deux encore, s'engager, c'est répondre de soi. C'est entamer un travail réflexif. L'activité réflexive de l'engagement s'écarte autant de l'identité individuelle que de l'inscription dans une identité collective. Encore une fois, je pense à Elena. Je m'approprie des références, je transforme mes différentes appartenances en horizons de signification qui permettent de rester soi-même dans une certaine authenticité. Ce que je crois, nous avons fait cette semaine. Je cite une participante dans un atelier où j'étais. On peut s'intéresser à des choses même si on n'a pas le pouvoir de les changer. Voilà. On pourrait aussi citer Mounier, Camus, répondre à l'absurdité de la vie en lui donnant au sens. Mais là aussi, il y a des pièges. Et je voudrais vous exposer peut-être un peu un piège, comment je me suis laissée piéger, pas longtemps, mais par un auteur qui m'a déstabilisée, Jacques Attali, qui a écrit un livre « Survivre aux crises » en 2009 et qui, en 2015, publie un livre « Devenir soi ».
Je me dis, je suis en plein dans le sujet. J'achète devenir soi. C'est exactement ça. Ah là 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 là. Enfin, introduction déjà. Dans un monde aujourd'hui insupportable et qui bientôt le sera plus encore pour beaucoup, il n'y a rien à attendre de personne. Il est temps pour chacun de se prendre en main. Ah, devenir soi, je me dis, je continue, dans ce monde de plus en plus impitoyable et concurrentiel, la France va décliner. Sa chute entamée il y a au moins 20 ans s'accélérera quand tous ceux de ses ressortissants qui auront décidé de choisir leur avenir l'auront quitté. Page 152. Il se dit lassé d'avoir essayé d'avertir, de prévenir, de fournir des solutions et de n'être jamais écouté. Lassé, autrement dit, de son rôle de prophète. Fini de dénoncer, dit-il, fini de s'indigner. Il passe à un autre registre. Il faut avoir confiance en soi, se respecter, se savoir libre. Il faut devenir soi. Cela passe notamment par vouloir survivre, se mettre à la place des autres. Mais pour mieux deviner leurs intentions. Transformer les menaces en opportunités. Se préparer à devenir tout autre. Se rebeller contre toutes les règles. Et il dit, je cite, qu'il faut reconnaître l'importance, dans certaines limites très étroites, de caractéristiques rarement identifiées et reconnues ici comme des qualités. La paranoïa qui aide à détecter ses ennemis de l'extérieur. L'hypocondrie qui conduit à évaluer les dangers de l'intérieur, la mégalomanie qui fixe à se fixer des objectifs. Devenez paranoïaque, hypocondriaque, mégalomane. Alors bon, je pourrais parler longuement de dénoncer son... Je vais faire... Voilà. On se dit que c'est caricatural, bien sûr, mais il faut s'arrêter. Pour lui, il retient les stratégies actives à caractère personnel. Alors, pour moi, fondamentalement, je reviens aussi à Helena, je crois que la faille principale chez lui, parce que je vais vous montrer à quel point il continue à être pernicieux, j'emploie le mot, c'est parce qu'il n'est pas utopique. Je crois profondément qu'il n'est pas utopique et que c'est là la faille principale. Alors, et il reprend la phrase de Gandhi, « Soyez vous-même le changement que vous voulez dans le monde ». Il la cite en exemple, mais on voit comment la même phrase peut être retournée comme un gant. Faire attention. Alors, il donne des exemples de devenir soi. Il donne des tas d'exemples. On y trouve la réussite personnelle, mais on y trouve aussi ceux qui se mettent au service des autres. On trouve Mathieu Ricard, l'abbé Pierre, Sœur Emmanuelle, Gandhi, Solzhenitsyn, Coluche. On cite les petits frères des pauvres. Et il dit « Ceux-là côtoient ceux qui gèrent leurs entreprises en tenant compte de l'intérêt des générations suivantes d'actionnaires comme Bento, Hermès ou Blanc des Vosges. » J'avais jamais pensé mettre l'abbé Pierre à côté de Hermès ou de Blanc des Vosges. Il cite Proust et il cite Céline. Céline qui est en train de devenir soi, mais dit-il un épouvantable devenir soi. Mais bon, vous voyez, extrêmement ambigu. Ça s'appelle devenir soi. Je pourrais en parler longuement. Il donne les étapes pour devenir soi, et notamment admettre sa solitude. Voilà. Plus nombreux, et alors voyez la conclusion qui peut être très ambiguë. Plus nombreux seront ceux qui ne se résigneront pas, meilleur sera l'avenir du monde. Plus de gens prendront le pouvoir, plus profonde sera la démocratie, plus seront libérées des énergies, plus seront créées des richesses et des œuvres d'art. Vous voyez, on peut adhérer à certaines phrases, mais vous voyez, méfiance, c'est... Voilà. Le dernier paragraphe est consacré à sa personne, à son chemin, où il dit n'avoir rien attendu jamais de personne et tracer seul son chemin. Voilà, je pense, mais ma critique la plus profonde, parce que j'ai passé beaucoup de temps sur ces ambiguïtés, je pense qu'il n'est pas utopique. Non. Donc je crois que nous choisissons une autre notion clé, qui a été présente toute la semaine, celle du collaboratif. Quand Mounier parle de l'engagement, il parle de transformer le monde par une attitude en rapport avec un destin collectif. L'engagement, c'est créer un certain type de rapport entre le je et le nous. Il est producteur de solidarité.
Alors là, il y a énormément d'auteurs qui parlent de la puissance du collaboratif, qui doit l'emporter sur l'économie du profit. Passer du partage, il y a de très jolies phrases, passer du partage du monde à un monde de partage. Même si ce n'est pas simple, je vous ai cité l'ouvrage de Michel Lallemand sur les makers, qui sont en plein au niveau du numérique dans l'économie collaborative, et qui montre qu'il peut y avoir des hiérarchies subtiles et que ça n'est pas aussi simple que ça, et que là aussi, il faut regarder de plus près. Alors déjà, la notion du collectif passe par la notion de résistance, et certains auteurs parlent de... Alors il y a eu Hessel, bien sûr, mais la mise en réseau additive des résistivités, en se réappropriant notamment les communs, cette notion de commun. Ivan Illich avait déjà donné une base sur l'histoire des communs, et je crois que c'est significatif que parmi ceux qui montrent la voie dans ce domaine, Hessel, Morin aient été des résistants. Voilà. Et là, je cite aussi, puisque dans l'atelier d'écriture, il a été question de résistance, je résiste aussi, je cite certaines paroles que j'ai prises au hasard, merci, qui ont conjugué cette résistivité, et j'ai trouvé ça très intéressant. Ça va de « je résiste si on me parle d'acheter des tomates espagnoles si on est en hiver », d'acheter les cadeaux de Noël en octobre, à « je résiste si mes valeurs sont en cause, si on me dit que tout est question d'argent, si on me parle de l'impossibilité de changer le monde, de changer soi-même ». Vous voyez, et je trouvais très intéressant ce panel, depuis mes valeurs jusqu'aux tomates. Je trouvais que c'était très, très intéressant. Et puis encore une parole de participant dans un atelier. Pour changer le monde, il faut s'y mettre tous. Pour changer le monde, il faut s'y mettre tous. Donc nous sommes une communauté parce que nous avons en charge les mêmes communs. La technologie nous aide à les faire fonctionner, mais attention à sa démocratisation. Voilà. Alors, j'en arrive bientôt à ma conclusion, mais je voudrais développer certains points. Alors, deux points sur ces aspects. Le premier, alors je voudrais dire aussi au niveau des lectures, je le dis tout de suite, donc j'ai avalé beaucoup de bouquins, merci Dominique. Dominique est très convaincante pour vous faire lire des livres. Merci, vraiment merci, ça a été super. Mais lectrice de la vie aborde beaucoup tous ces sujets. Et finalement, en lisant au fur et à mesure de l'année des articles dans la vie, je trouve qu'ils sont très bien choisis. Il n'y a pas la face obscure, mais pour le reste, je me disais, finalement, beaucoup de choses y sont. Beaucoup de choses y sont. On peut approfondir par des bouquins, mais je voudrais faire cette réflexion. Il y a beaucoup de choses, des articles qui sont dont on peut se nourrir, tout simplement. Donc, 2 points pour ma conclusion. Le premier, c'est parce que ça, c'est mon domaine de recherche, alors que le reste ne l'est pas. C'est sur les relations intergénérationnelles. C'est sur les relations intergénérationnelles, sur se refuser ce terrifiant après moi le déluge, c'est-à-dire refuser la stagnation. Et là, c'est un terme, je crois que j'en avais peut-être parlé à Aubazine, je ne sais plus, quand j'avais fait un topo sur les âges de la vie, une notion qui me paraît centrale, qui est bien dans la conjugaison, dans ce changement de paradigme, encore une fois, auquel nous invitait Léna, c'est-à-dire à ne pas être dans le ou bien, mais dans le dialogue, voilà. C'est la notion de générativité. Je l'emprunte à un psychosociologue américain qui a écrit, certains connaissent, Adolescence et crise, Enfance et société, etc. C'est des bouquins des années 50, mais il a réactualisé dans les années 90, lui-même quand il est devenu vieux. C'est très intéressant pour ça. Et c'est la notion de générativité. Donc je vous disais, qu'est-ce que c'est que la générativité ? La générativité, d'abord, c'est le contraire de la stagnation. J'y reviendrai. La stagnation, c'est que moi, rien que moi, tout moi, je ne change pas moi-même, je suis parfaite à l'état où je suis, et après moi le déluge. C'est ça la stagnation. D'accord ? Voilà. C'est dit-il, un enjeu que l'on aborde principalement aux alentours de la cinquantaine, cet enjeu-là. On est beaucoup à être concernés. Donc, la générativité, c'est une double chose. Sur le plan individuel, c'est parce qu'on a conscience que l'on s'inscrit dans une chaîne des générations, que le temps qui nous reste à vivre devient plus court que celui que l'on a déjà vécu. Eh bien, c'est le souci grandissant pour générer
son identité future. Générer son identité future à partir de qu'est-ce que je fais avant, où est-ce que je veux aller, quelles sont mes valeurs, qu'est-ce que je veux, et je génère mon identité future. C'est la première chose dans la générativité. Et la deuxième chose dans la générativité, c'est le souci grandissant pour les générations qui nous suivent. Voyez ? Je génère mon identité future et j'ai un souci qui grandit pour les générations qui nous suivent. Et ce terme de générativité conjugue ces deux éléments, de générer ma propre identité et souci grandissant pour les générations futures. Et c'est parce que je m'inscris dans cette générativité que j'évite la stagnation, que je peux aboutir, quand je vieillis, à l'intégrité, c'est-à-dire à sentir que j'ai construit tout au long de ma vie, à chacun de mes âges, ma statue intérieure, ce qui m'évite de tomber simplement dans le désespoir. Même si, dit le vieil Erickson, il y a toujours un peu de désespoir dans l'intégrité, mais aussi, dit-il, toujours un peu d'intégrité dans le désespoir. Et pour privilégier l'intégrité, cela passe d'abord par cette phase de générativité, dans ce double sens de générer mon identité future et de souci pour les générations qui nous suivent. Et donc voilà, les jeunes, un espoir, parce qu'ils auront d'autres visions du monde, d'autres façons de faire, ce dynamisme-là, d'autres grilles de lecture, d'autres capacités. Et mon autre terme, je l'emprunte encore à Morin, c'est l'esthétique. Nous avons dépoétisé nos sociétés. Il a été question ici et là, pendant toute la semaine, de beauté. C'est un autre mode de pensée, d'une manière que je qualifierais presque, dit-il, de spirituelle, d'aborder la vie et le monde. Donc la poésie, il dit, il faut toujours mettre de la poésie dans la raison, et peut-être un peu de raison dans la poésie, toujours l'alliance entre les deux. Donc voilà, c'est cette question de l'esthétique qui soutient l'éthique, de la beauté qui soutient l'éthique. Alors, en conclusion des conclusions, après je présenterai selon moi l'intérêt du topo que va faire Jo Spiegel, la façon dont on l'avait pensé avec Dominique encore, c'est le mot d'une participante, merci aussi pour ce beau mot que j'emprunte, qui a écrit au début de son texte, j'ai trouvé ça très beau comme conclusion, c'est décidé, je déménage. Voilà. Mais il y a aussi dans un atelier un participant qui a dit « Mes valeurs chrétiennes sont interrogées ». Et c'est pour ça qu'il nous paraissait important, au niveau du comité d'organisation, que la conclusion de cette semaine soit donnée à quelqu'un qui a un engagement personnel dans un champ donné qui est très complexe, le politique, et qui affirme le faire à travers ses valeurs chrétiennes. Ça nous paraissait fondamental. C'est pour ça que je passe la parole à Jo Spiegel. C'est Bernadette, Oui, mais puis allons. Puis. Merci beaucoup. Bernadette, elle a réussi à me mettre la pression tout de suite, là. Alors, je vais vous parler tel qu'en moi-même. En tant qu'élu, et donc en tant qu'ensemblier de l'action publique, qui a conscience d'une double chance, celle de construire du commun et, ce faisant, d'apprendre à grandir. Apprendre à grandir dans le combat permanent, je veux le dire ici avec beaucoup de modestie, entre l'ego et le service. C'est le vrai combat d'une approche nouvelle de l'agir public. C'est pour cela que je revendique souvent que tout devrait démarrer par la question du sens. Quel est le sens de mon engagement en équipe ? Quelles sont les valeurs que je porte ? Quelle est la finalité de mon action ? Et à travers les propos, vous sentirez que c'est une interrogation permanente. Je n'ai pas de réponse définitive. D'ailleurs, je refuse désormais d'être dans la certitude, mais j'essaie d'approprier des convictions. Et je veux vous parler non pas en tant que représentant d'une politique chrétienne, j'y crois pas, mais en tant que chrétien engagé dans la vie publique. Un chrétien, je dois vous dire, qui doute, qui cherche et qui se cherche, mais qui croit profondément que le sens de l'histoire, c'est l'amour. Et je pense que Dieu n'est qu'amour.
et que dans notre vocation, c'est l'humanisation de notre société. Et que par rapport à ça, je crois que nous devons être, chacun à sa place, tel le colibri, un acteur de la métamorphose. J'aime bien ce mot emprunté à Edgar Morin, qui refuse à la fois le grand soir de la Révolution, qui ne marche jamais, ou alors dans la violence, et le statu quo du consensus des démissions. Et je crois que la métamorphose, c'est la transformation durable, en profondeur, dans la durée, dans le temps, à la fois d'une transformation collective, mais aussi, et c'est ce que nous voulons dire haut et fort, d'une transformation personnelle. Et pour tout dire, mon acte de foi en Dieu, c'est un acte de foi en l'homme. Et c'est au fond le sens de mon engagement. Je me permets à nouveau de citer Hannah Arendt pour démarrer mes propos. Pour qu'il y eût un commencement, l'homme fut créé, citant ainsi saint Augustin. Ce commencement est garanti par chaque nouvelle naissance. Il est en vérité chaque homme. Et en disant cela, Hannah Arendt nous rappelle que chaque homme porte en lui le germe d'un commencement, le pouvoir commencé d'Hannah Arendt. Et je pense que chaque homme, profondément, est invité à une nouvelle naissance, à un monde meilleur, à l'amour, et pour les chrétiens en Dieu. Cette naissance, elle se fait dans le silence de l'intériorité. Elle se produit quand on accepte enfin, ou encore, la part de fragilité qui est en nous, et à ce moment-là, il ne faut pas louper ce rendez-vous. Elle se réalise quand se pose la question du sens, de l'amour, de la mort. Et j'ai fait l'épreuve de ces questions dans les années 95. Et j'ai parcouru un long cheminement qui m'a conduit à une approche de l'engagement différent et de l'agir public. Un engagement conçu comme une aventure humaine où nous avons la conscience, où nous prenons la conscience que ce que l'on fait ne nous appartient pas. Quand j'ai compris ça, ça a changé le rapport complètement à la politique et à la démocratie. Il y a cette sorte de distance. Ce que nous faisons ne nous appartient pas. Un engagement dénué de certitude, mais toujours perméable autant que faire se peut au questionnement, au grandissement, à la pause. Et j'ai fait beaucoup de voyages depuis les années 95, des allers-retours entre la pratique en équipe sur le terrain et la réflexion. Et j'ai jamais pris l'inspiration dans tel parti politique, plutôt dans des dimensions métapolitiques, Maître Eckhart, Lévinas, Paul Ricoeur. Des voyages entre l'action concrète, très concrète, mais aussi le silence que je me suis imposé, que je m'impose tous les ans, 2-3 fois, au Carmel de la Paix, à Mazie, près de Cluny. Parmi des femmes qui sont belles en intérieur et qui sont belles à l'extérieur et qui parlent du monde comme jamais j'entends parler, ni dans les ors de la République, ni dans ma commune. Elles sont devenues mes amies. Un engagement assumé en équipe, cette dimension est fondamentale. Et notamment ce rapport respectueux entre les élus et les collaborateurs. Des collaborateurs de la fonction publique territoriale qui sont entre le marteau et l'enclume, face souvent au moi d'abord, tout et tout de suite, face aux incivilités. Ce travail de collaboration, de respect mutuel entre les élus, ce travail d'écoute entre les élus. Nous avons fait un séminaire il y a quelques semaines sur le thème « Comment prendre soin les uns des autres » dans notre démarche. Un engagement porté par l'exigence d'une vision globale. Nous ne sommes pas élus seulement d'une commune. Notre commune fait partie de la planète. Et donc, nous refusons que la commune soit un bocal. Nous sommes dans l'articulation entre le local et le global. C'est une exigence. Un engagement mobilisé par une triple éthique, celle de la responsabilité, pour reprendre Hans Jonas, et en particulier dans la lutte de l'impératif catégorique contre le réchauffement climatique. On commence à en parler. Il est peut-être minuit, moins 5, docteur Schweitzer. Une éthique de conviction qui commence par la capacité de dire ce qu'on fait et de faire ce qu'on dit. Et puis une éthique de la discussion. Refuser absolument l'affrontement stérile, les cours de récréation politique. Et puis un engagement qui considère, c'est ma conviction profonde, que le courage, c'est la pierre angulaire
du parler vrai et de l'agir plus. C'est ainsi que s'est ouvert en moi le passage difficile du pouvoir sûr. Ceux qui m'ont connu dans les années 86, 88, 89, j'avais gagné les régionales, les départementales, les cantonales, la mairie. J'étais sur un plan de carrière. Et c'est sans doute le pouvoir sûr qui nous domine. Et ce passage de pouvoir sûr au pouvoir 2, j'en suis fier aujourd'hui, c'est un travail de tous les jours. C'est la transition aussi de la conquête du pouvoir vers le partage du pouvoir. C'est éminemment plus difficile, mais combien c'est beau. C'est la métamorphose d'une dimension politico-politicienne dans laquelle on s'installe en permanence pour une dimension métapolitique. Et l'affirmation de principes plutôt que des assertions petit format de politique politicienne. C'est ainsi que dans toutes nos actions de notre commune, nous appuyons sur des principes simples, pourtant tellement difficiles, mais qui pourraient être tellement moins onéreux et tellement plus efficaces. D'abord, d'agir à la base, plutôt que de colmater les brèches, le rôle de l'éducation. Anticiper plutôt que subir. Quelle belle aventure de cette reconversion du bassin potassique dans les années 90, lorsque j'étais président de la communauté commune de bassin potassique, pour accompagner la reconversion économique, sociale, environnementale de ce bassin potassique qui a été une richesse pour notre pays pendant un siècle, avec 16 000 mineurs qui travaillaient au fond. Anticiper plutôt que subir. Aller au cœur du sujet plutôt que de se complaire dans l'écume des choses. Relier les réponses plutôt qu'opposer les hommes. Et ça me fait penser à ce concept d'Edgar Morin sur la dialogie, qui considère qu'un principe ne vaut que par son contraire. L'identité, l'ouverture. Et on passe son temps à opposer les choses, alors qu'en fait, il y a un dialogue. Je pense qu'on est dans un moment historique où nous pouvons considérer que le pluralisme reste l'essence de la démocratie, tel que le dit Hannah Arendt, mais que nous pouvons faire ce saut qualitatif de dialogue. Pas seulement le pluralisme, mais le dialogue. Avec une conviction qui doit porter les chrétiens que nous sommes, et je l'ai déjà dit hier, mais je veux le rappeler ici, qu'il y a, me semble-t-il, une vraie communauté de destin entre la démocratie et la dimension spirituelle, à condition qu'on ne réduise pas la démocratie à un régime, à une institution, à une constitution, à un bulletin de vote. C'est le mode de vivre ensemble, c'est de faire société, et donc, dans cette démarche d'une démocratie-construction que je revendique, chacun fait sa part. Chacun fait sa part. Et je renvoie ici au pacte civique, dont je suis cofondateur avec Jean-Baptiste de Foucauld, et je voudrais peut-être vous lire ce que nous avons proposé au conseil municipal pour que le pacte civique imprègne notre politique publique et sollicite la participation des citoyens et des organisations. Et j'avais passé ce PowerPoint parmi d'autres que je veux lire ici. Avec le pacte civique, nous affirmons que nous sommes tous acteurs d'un futur désirable pour tous. Nous croyons que la démocratie est autant une construction exigeante et édifiante qu'une élection. Le pouvoir d'agir de tous est aussi important que le bulletin de vote de chacun. Les changements ne sont profonds et durables que si les transformations opérées sont autant citoyennes et personnelles que collectives et publiques. Les choses bougent autant dans les mouvements entraînés par le bas que dans les décisions qui viennent d'en haut. Ce qui est invisible est aussi essentiel que ce qui est matériel, que les habitants sont gagnants à construire un monde commun, que le rôle des élus doit se transformer. Voilà ce qui a été décidé à l'unanimité par le conseil municipal lorsque nous avons, à travers des forums ouverts, réfléchi avec des centaines d'habitants sur comment appliquer le pacte civique dans notre commune, comment mobiliser l'ensemble des acteurs, pas seulement les élus, mais aussi les habitants, mais aussi les organisations, autour des 4 objectifs dont j'ai rappelé hier, une ville créatrice de sens, une ville sobre, une ville juste, une ville fraternelle. Et c'est à partir de cela que beaucoup d'habitants se sont engagés pour assumer un certain nombre de responsabilités que nous considérons comme importantes en titre de citoyen. Par exemple, cet engagement, se donner régulièrement des temps de pause pour réfléchir au sens de son action et l'équilibre de ses responsabilités. Par exemple, participer de manière constructive au débat public et prendre part au vote. Par exemple, assumer ses obligations de contribuable et d'assureur assuré social. Par exemple, consacrer du temps ou de l'argent à des engagements d'intérêt collectif, de solidarité ou syndicaux, et ainsi de suite. C'est l'appel aux responsabilités partagées. La dimension spirituelle, parce que je pense que toutes les idéologies ont échoué d'avoir oublié cette dimension qui revendique à la fois l'intériorité. Marcel Legault a écrit des pages superbes, intériorité et engagement, qui revendique le grandissement personnel,
qui revendique le refus absolu de ce qui est inhumain et qui fait l'option du sens, c'est-à-dire à la fois les valeurs, la direction, la signification. Václav Havel disait cela, pour moi c'est un homme politique pour lequel j'ai une admiration sans borne. Il disait ceci: nous sommes ballottés, manipulés, automatisés, et l'homme perd peu à peu la notion de son être. Et nous continuons à réduire la politique à l'économie, où nous avons très peu de marge de manœuvre, où nous en prenons très peu, la démocratie à des programmes, le débat à l'affrontement stérile, et nous pouvons affirmer, à la suite de Mounier, de Marc Sangnier, d'autres, que face au consumérisme triomphant, au matérialisme dominant, aux inégalités criantes, à la marchandisation des consciences, que oui, la vraie révolution est intérieure, pour reprendre les propos de Wittgenstein, et que la première résistance est spirituelle. Et vous savez, quand j'ai écrit ça hier, je me suis dit que tout ce qui m'a porté pour construire la maison de la citoyenneté, pour construire des parcours exigeants en matière de partage démocratique, pour construire les états généraux permanents de démocratie, il n'y a pas autre chose que ce que je viens de vous dire. Cette conviction d'une volonté de transformation partagée. Et ce sont autant de lieux, de parcours qui interrogent notre rapport à l'autre. C'est la question de Lévinas. Quel est notre rapport à l'autre? La question de la responsabilité, chère Hannah Arendt. Quelle est notre responsabilité dans l'espace public? La question de la personne à laquelle Mounier a consacré des pages remarquables, une personne unifiée en elle-même, une personne en relation avec les autres. Il parle de relationnalité, la personne qui est en capacité de se dépasser. La notion aussi de dimension universelle. J'ai noté dans l'Agora Pierre Mendès France cette réflexion de Pierre Mendès France: dès qu'un homme trouve un sens universel à son action, fût-elle humble ou modeste, il découvre en lui un citoyen. On n'est pas citoyen, on le devient, dans le passage du je au nous, du particulier au long terme, de l'immédiat au long terme. Et donc, il y a aussi dans ce lieu, dans ces parcours, la notion de cheminement partagé. Je l'ai dit hier, combien pour moi la démocratie est un cheminement partagé. C'est-à-dire une capacité de choisir entre la pesanteur qui nous tire vers le bas et la grâce, pour reprendre ce magnifique ouvrage de Simone Weil. Cette grâce qui fait qu'on peut, à un moment donné, donner le meilleur de soi-même. Ce cheminement vers son humanité dont parle Marcel Legault et dont Edgar Morin, tu le disais Bernadette tout à l'heure, disait que la crise de la crise, c'est de ne pas accéder à l'humanité. Et je pense que, par rapport à ce que je viens d'indiquer, je crois qu'être chrétien, c'est à la fois l'humilité de la conversion, qui est permanente, mais aussi le courage de faire. Et je voudrais vous donner 3 exemples d'actions, de décisions prises, de projets difficiles, qui m'en ont coûté, mais que jamais je n'aurais pu réaliser si je n'étais pas habité, comme ma première adjointe et d'autres, par la foi chrétienne. Jamais je n'aurais pu faire cela. La première décision, ça a été de requalifier un site de manouches, de gitans, sédentarisé depuis 1933. Dans le contexte d'une ville où la plupart des gens sont les désignants et les manouches les désignés. Comme partout, en France. Et j'ai mis longtemps à comprendre que pour une ville fraternelle, pour le moins, il faudrait que je travaille avec eux à des conditions dignes de logement. C'était dans des caravanes. Parfois, ils se contentaient avec quelques toilettes qu'on avait faites au début du premier mandat. Et en mettant cette question à l'ordre du jour, un peu dans les années 95-96, nous savions que nous allions cheminer longtemps avec la population des Manouches pour trouver une solution partagée. 10 ans. 10 ans d'avancée, de retour, de résistance. Aucun habitant prêt à s'engager dans un conseil participatif. C'est l'affaire du maire. J'ai dû me battre 1 an avant les élections pour dire que quand on fait pour les Manouches, on n'en fait pas que pour les Manouches. J'ai dû expliquer que pour requalifier ce site et faire les voiries comme partout et de l'éclairage public, je n'ai pas dépensé 1 centime d'euro de plus que pour les autres communes. Mais j'ai dû m'expliquer. J'ai entendu des parents d'élèves, j'étais encore en cours, qui me disaient « le maire il est sympa, mais on fait que pour les Manouches ». En réalité, ça a été construit par les bailleurs sociaux et le 10% du projet global, c'est la ville, et ces 10% représentent 2% des dépenses d'investissement du mandat. Justifier 2% parce que c'était des Manouches. Au risque de perdre les élections. Je peux vous dire que c'est un truc casse-gueule. Et je vais vous citer peut-être quelques éléments de mon discours.
devant la population manouche, le préfet, les habitants, les voisins, les riverains, qui ont accepté de participer à des cellules de veille, au moins pour des discussions. Évidemment, la démarche s'est faite dans une démarche d'exigence, y compris pour la population manouche, sur la question des incivilités, soyons pas angélistes, sur la question de la participation à l'école. Tout ça, c'était des contrats négociés. Et je disais qu'il y a un mot pour désigner ce projet, c'est l'exigence. L'exigence par rapport aux élus, porteurs du projet que nous sommes, par rapport aux habitants et par rapport à la communauté. Exigence pour nous-mêmes. La facilité, je peux vous dire, ça aurait été de rien faire. On était tranquille, pas de risque, pas de critique. Ça aurait été tout simplement irresponsable, injuste, indigne de notre part. Et je disais que la première responsabilité d'un élu, c'est le courage, c'est de ne jamais être la traîne de l'opinion, et je ne fais pas la confusion entre une démocratie d'opinion et une démocratie de participation. Et nous devons être à la pointe des idéaux de la République, c'est-à-dire l'égalité et la fraternité. Et j'ai dit, pour nous, c'est le courage de n'écouter ni l'hostilité silencieuse de quelques-uns, plus important qu'on dit, ni l'angélisme des autres, ni l'indifférence généralisée, ni nos propres appréhensions. Et nous avons choisi l'audace de travailler un projet utile, vital pour les Manouches, un quartier plus décent, une ville plus jolie, une société plus fraternelle. Exigence pour les habitants. Là, j'ai mis ce qu'il faut pour ne pas heurter les habitants, mais la facilité, c'était de rester globalement dans les préjugés. Dans les préjugés. Et ce projet a amené quand même un autre regard de la population, des désignants par rapport aux Manouches. Et j'ai dû expliquer que, pour nous, la voie médiane, c'est ainsi que s'appelle le projet, c'est la société des droits, des mêmes droits et des mêmes devoirs. Et qu'aujourd'hui, les Kingirsheimois savent que ce projet, c'est l'inverse de l'assistanat, puisque pour les Manouches, ils devenaient habitants locataires, avec des maisons construites, louées par Domial, et donc ils étaient locataires, appelés à payer un loyer, éligibles aux APL comme tout le monde. Malheureusement, la télévision est passée à France 3, a terminé le reportage en disant que pour les Manouches, ça coûte 30 €. Imaginez l'ouvrier de Peugeot qui gagne 1 300 €, qui paye un loyer de 600 €. On a dû reprendre tout à zéro. Par exemple, pour dire que les APL venaient, comme pour tous les habitants, en déduction en fonction du quotient. Et c'est l'inverse aussi d'un cadeau fait par la ville, et j'ai dû me justifier par rapport à ça. Puis c'était exigeant pour la communauté des Manouches, je peux vous le dire. Beaucoup ont été dans la résistance. La peur était présente pendant 10 ans. La peur de perdre sa propre culture, la peur de se perdre, la peur d'être considéré comme des gadgets, comme il disait, l'angoisse de ne pouvoir payer le loyer, la crainte de jamais trouver un emploi, et c'est justifié. Il y a des gens aujourd'hui qui ont du mal à payer le loyer parce qu'il y avait un problème. Alors, excusez-moi de vous déranger. Je félicite à tous ceux qui ont eu leur réactivité par rapport pour libérer les locations. Ceci dit, il reste le numéro 63 dont on n'a pas les clés, et les clients sont déjà là. Ils ont roulé toute la nuit, et donc on a besoin d'avoir la clé du numéro 63, du numéro 27, excusez-moi de vous couper, monsieur, numéro 27, numéro 7, et numéro 6, on a la clé, mais toutes les affaires sont à l'intérieur. Donc voilà, le 27, s'il vous plaît, rapidement, le 63, le 7 et le numéro 6 du campus Soleil-Piveste. Excusez-moi encore, monsieur. Pas de problème. Et merci pour la réactivité de tous les autres. Merci beaucoup. En fait, j'ai terminé mon discours en disant que nous avons construit ensemble de l'écoute, du dialogue, du respect, quelque chose de plus fort que la peur, la confiance. Vous nous avez fait confiance, nous vous avons fait confiance, et nous osons vous dire, restez vous-même et soyez les bienvenus en République. Je peux vous dire qu'on a vécu des moments pendant ces 10 ans incroyables. Déplacement en bus avec les femmes, parce que les hommes ne s'occupent pas de ça. Et on a fait de site en site pour voir quel était le quartier qu'ils imaginaient. On a eu une réunion bilan intermédiaire à la salle du hangar, c'est une salle des fêtes rénovée, où une personne, mais d'une modestie, d'une humanité incroyable, s'avance vers le directeur du bailleur social et il dit « Voilà, vous nous avez eu, hein. On sera obligé de payer des loyers, vous êtes contents ?» Je suis rentré à la maison, j'ai dit à mon épouse « Je crois que je me suis planté, il y a quelque chose qui ne va pas. » Et puis, lorsqu'ils sont installés, à 14h, il y a ma collaboratrice qui a travaillé sur ce dossier, m'appelle « Monsieur le maire, soyez pas triste, soyez pas déçus. Il y a un bonheur parmi les gens. » Et notamment un couple disait « Jamais je n'étais aussi heureux que de rentrer dans cette maison. » Et donc il y a
toujours cette contradiction entre la peur, la confiance, l'espoir, le désespoir. Et ça, on l'a vécu avec cette communauté désignée, je sens bien. Mais en tout cas, pour nous, c'est sans doute, pour notre équipe municipale, le projet le plus difficile, le plus long, le plus humain qu'on ait pu faire, et celui dont nous resterons les plus fiers. Mais c'est jamais gagné. Mais par contre, nous avons des indicateurs, les enfants vont à l'école, pas plus d'incivilité qu'ailleurs. Il y a la communauté qui vient de plus en plus dans les manifestations publiques. Elle reste très en appréhension avec la population maghrébine. Parfois on dit le racisme, mais il est aussi entre communautés. Et il y a encore tant à faire, parfois désespérant. Et l'Alsace a consacré une page sur ce projet, et avec beaucoup d'honnêteté à rappeler ce qui a été fait, comment les choses avancent, le plus, mais aussi les craintes des uns et des autres. La deuxième décision difficile que je n'aurais jamais pu assumer si je n'avais pas fait ce gros travail personnel avec d'autres collègues d'ailleurs du bassin potassique, c'est la dissolution de notre communauté de communes du bassin potassique au profit du rassemblement de l'agglomération. Je le dis, c'est assez rare, puisque souvent c'est les préfets qui décident d'une intercommunalité. Je voudrais dire ici que je suis membre et secrétaire national d'une assemblée d'élus qui s'appelle l'Assemblée des communautés de France. Communautés. Les communautés de communes, communautés d'agglomération. Je pense que c'est la plus belle révolution silencieuse qu'ait connue le pays. Sans communauté, il n'y a plus de communes. Parce qu'on ne pouvait pas tout faire. On ne pouvait pas tout faire dans une commune. Et cette communauté est liée à des valeurs. La liberté communale régulée par l'égalité, transcendée par la fraternité, avec des principes de subsidiarité. Je donne à l'échelon au-dessus ce que la commune seule ne peut pas faire, qui renvoie à un autre principe d'important de la République, qui est la solidarité, qui est l'égalité. Vous voyez, dans mon périmètre de l'agglomération mulhousienne, vous avez des communes qui ne savent pas quoi faire avec leur argent, qui hésitent entre le marbre sur les trottoirs. Et puis nous, les communes plus pauvres, désindustrialisées, qui comptons les centimes d'euros. Inacceptable. Des fractures territoriales inacceptables, qu'un chrétien ne peut pas accepter, qu'un républicain ne peut pas accepter. Et donc on milite pour cela, mais que de repli individualistes, que de repli communalistes. Et nous avons décidé, alors que nous étions bien ensemble, en tant que maire, engagés avec nos équipes, 12 communes, 50 000 habitants, nous avons réussi à accompagner à la reconversion économique, sociale et environnementale. Puis en juillet 2001, quelques mois après les élections, je me suis dit, il faut que tu te poses une question simple. Est-ce que tu continues à être président d'une communauté commune et tu es à l'aise, tu es bien, avec les collègues, on a construit une petite maison de la communauté, ou est-ce que tu as le courage de dire qu'aujourd'hui, sans augmentation de fiscalité, on n'arrivera pas à donner les services et à créer des équipements suffisants? Cette question, je me suis posée, je l'ai mise sur la table, en disant, voilà, je ne vous demande pas de renoncer à quoi que ce soit, je vous demande simplement de réfléchir à quelle est l'organisation la plus efficace au service des habitants, du bien commun et du territoire. Ces trois éléments sont très importants. Service des habitants, du territoire et du bien commun. Et nous avons cheminé ensemble. Au bout de 2 ans, 11 maires sur 12 ont décidé qu'on dissolve la communauté commune pour renforcer la communauté d'agglomération autour d'une ville, Mulhouse, qui s'appauvrit, qui était seule avec 5 villages. Et nous avons réussi à construire une communauté d'agglomération Mulhouse-Sud-Alsace, dont j'ai pris la responsabilité 2 ans après, et avec laquelle, j'en parlerai dans quelques instants, nous avons lancé un des premiers plans climat-énergie territoriaux pour être au rendez-vous des générations futures en ce qui concerne la lutte contre le réchauffement climatique. Et donc cette dissolution, pour moi, c'est sans doute une des décisions les plus difficiles, mais les plus nobles qu'on ait pu faire. L'année qui a suivi la création de la communauté d'agglomération Mulhouse-Sud d'Alsace, des maires ont vu dans leur commune des balayeuses pour la propriété urbaine, ils n'avaient pas les moyens de le faire. Toutes les écoles, tous les enfants ont bénéficié du périscolaire, ce que 10 communes sur 12 ne pouvaient pas faire. 18 structures petite enfance à l'ensemble des habitants et pas seulement pour les communes dites riches. Et pour moi, l'intercommunalité est d'abord un péréquateur de solidarité. Et je suis très content qu'on ait eu le courage de se dire, on aurait pu rester infiniment président de la communauté commune ou de l'exécutif, sans problème. Mais nous n'aurions pas avancé sur ces équipements ni sur les services. La troisième décision importante qui m'a coûté beaucoup de temps, d'énergie, mais sur laquelle nous sommes aujourd'hui très fiers dans l'agglomération, c'est de mobiliser l'ensemble de l'agglomération dans la lutte contre le réchauffement climatique. C'était en 2006, 1 an avant le Grenelle de l'environnement. Aujourd'hui, nous en sommes à la 3e Olympiade. J'ai plus voulu de responsabilité hiérarchique, mais je suis en charge avec toute la task force qu'il faut de la transition énergétique sur l'agglomération. Et nous sommes à la 3e Olympiade parce que je pense qu'il faut donner du souffle en permanence. Tout le temps, sinon on va perdre. On a réussi à travers nos actions à réduire de 13% la production de gaz à effet de serre.
Je rappelle comme le sens, et on le dira certainement à Saint-Étienne à la fin du mois d'août, le sens c'est qu'en fait, si rien n'est fait, si on continue à produire, à consommer, à étaler la ville, à se loger, à se chauffer comme avant, eh bien, on va produire 60 milliards de tonnes de CO2. Nous en produisons aujourd'hui 28. Il faudrait limiter à 14. Voilà l'enjeu. Et si rien n'est fait, les enfants de nos enfants vont se tourner vers une autre planète. Il n'y a pas d'autre planète. On est donc bien sur un impératif catégorique, pas seulement de protection de la planète, mais de l'humanité. Et le texte Laudato Si du pape François est une espérance, une conscience considérable. Et d'ailleurs, Hollande, à Lyon, il y a quelques jours, j'étais dans le lancement des territoires en direction de la COP21, disait que je suis très content, très fier d'accueillir, grâce d'ailleurs à l'action de Nicolas Hulot, à Paris, la conférence, le sommet des consciences. Parce qu'au fond, il y a une démarche de sens. On a travaillé sur la mobilisation des habitants, sur la grammaire démocratique que je développe dans ma commune. En gros, 35 000 habitants informés chaque année, 5 000 personnes ont participé au débat, un conseil participatif de 130 personnes de toutes les ressources démocratiques, un engagement réalisé par contrat par 130 partenaires différents, 730 actions mesurées, évaluables et auto-évaluables, avec le périmètre de l'intercommunalité, parce qu'on a des effets, des compétences leviers pour le faire, la mobilité, l'habitat, les déchets, mais aussi la perspective d'un territoire vécu, qui est pour moi une plaque pivot entre le politique et le civique, entre le collectif et le personnel. Tout cela, ça marche, mais l'essentiel dans toutes nos approches, c'est la question de l'éthique, c'est la question des valeurs, c'est la question que François aborde d'une manière remarquable. Et je le disais déjà à l'époque, l'éthique de responsabilité ici, on s'inscrit non pas dans un calendrier électoral, mais dans le temps long de l'action publique et des transformations personnelles. Qu'on est dans une solidarité pas seulement horizontale entre gens de notre génération, mais une solidarité verticale. Que nous pouvons enrichir le bien commun qui ne peut pas être l'addition des intérêts du moment. Et voilà donc une des transitions dans laquelle les chrétiens doivent prendre leur place. Aussi bien d'une manière symbolique, le jeûne pour le climat, la marche dont vous proposez entre Saint-Étienne et Lyon, mais aussi toute une série de gestes, d'éco-gestes. Nous avons, produit un livret des tous climacteurs. Je pense qu'on devait être au premier rang de ceux qui considérons que pour passer de l'énergie fossile et fissile progressivement, nous devons travailler sur les 3 piliers de la substitution énergétique, c'est-à-dire les ressources locales. On est dans une logique de décentralisation de la production d'énergie, dans une logique de demande et non plus d'offre. On est dans l'efficacité énergétique. Comment isoler les bâtiments dans notre agglomération, c'est un chantier de 2 milliards d'euros si on avait les moyens pour le faire. 1500 emplois pour le faire. Et la lutte contre les changements climatiques doit être une bonne nouvelle pour l'emploi, si on trouve le modèle économique pour le faire. Mais il y a aussi la sobriété, c'est le 3e pilier. Tous les scénarios, qu'ils soient ceux de l'ADEME ou Négawatt, montrent que s'il y a substitution efficacité sans sobriété, c'est-à-dire sans l'engagement des personnes, par exemple, on sait que si on diminue d'1 degré chez nous, c'est 7% de consommation d'énergie de moins. Donc c'est aussi la mobilisation de tous les acteurs. Enfin, je voudrais terminer sur la question qu'on a abordée hier, mais je pense qu'il y a là, dans ce chemin-là, dans ce domaine-là, un potentiel incroyable de la part des chrétiens. C'est notamment ce que j'appelle la transition démocratique. Je pense qu'il faut affirmer qu'il n'y a de démocratie que fraternelle et qu'il faut passer du pluralisme au dialogue. Comment ? D'abord, nous devons être en capacité d'épanouir une démocratie édifiante. Nous devons être capables de passer du je au nous, du particulier au général, de l'immédiat au long terme, comme je l'ai dit tout à l'heure. Nous devons être des acteurs de l'élévation du débat public. Comment ? Ne pas se complaire de l'affrontement stérile, mais être des acteurs de la fertilisation des points de vue différents. De l'acceptation de la notion de transcendance dans un processus décisionnel, c'est-à-dire tirer vers l'avant, tirer vers le haut, accepter qu'il y a dans tout processus de décision une part de frustration. Un candidat présidentiel disait en 2012, disait que tout est possible. Mais non, c'est pas vrai. Tout n'est pas possible. Tout n'est pas possible. C'est pas vrai dans notre vie personnelle, c'est pas davantage vrai dans l'espace public. C'est considérer que le commun dont vous parlez, pour moi, il y a aujourd'hui, nous vivons une éclipse majeure de la question du bien commun et du commun. Et j'aime bien revisiter cette question de l'égalité revue par Pierre Rosanvallon, qui disait en gros que
L'égalité revisitée, c'est à la fois la singularité, la réciprocité et la communalité. Reconnaître la singularité de chaque parole, de chacun. C'est comme reconnaître l'égale dignité lorsqu'on fait voix médiane avec les manouches. C'est aussi l'option préférentielle des pauvres. Mais là, reconnaître la singularité de chaque parole. Gagner dans la réciprocité des échanges. Regardez l'Assemblée nationale, il n'y a pas de réciprocité, il y a juste des textes qu'on lit, c'est un côtoiement de choses. Gagner dans la réciprocité. Enfin, grandir dans la construction du commun. J'ai toujours vu que lorsque, ensemble, on arrive à construire un projet à travers l'écoute des uns et des autres, dans une démocratie inclusive, à travers la réciprocité, c'est-à-dire l'écoute, le partage, et à travers la construction du commun, nous en sortons grandis. Enfin, ça a été dit, nous ne pouvons pas rester sur l'Aventin. Nous devons nous engager. Le risque de l'engagement, l'audace de l'engagement, c'est, me semble-t-il, dans la taxonomie démocratique qui est la mienne, la dimension la plus aboutie, la plus exigeante. Et elle est aussi celle du politique qui doit prendre une décision, c'est son rôle de le prendre, mais aussi des citoyens qui s'engagent. Et pour cela, pour favoriser cela, nous avons mis en place toute une série d'outils, par exemple le fonds d'initiative citoyenne. À chaque fois que des personnes se mettent ensemble pour faire développer le vivre ensemble, en lien avec les pays en développement, par exemple, lorsque, avec ça, ils mettent en œuvre des apéros de quartier, c'est de vivre ensemble, c'est plus de sécurité. Nous travaillons aujourd'hui sur des budgets participatifs avec une assemblée citoyenne autonome du conseil municipal qui certainement va se créer dans l'année qui vient. Nous travaillons à une journée citoyenne, être en fraternité au service de la ville. Nous travaillons beaucoup sur le service civique dans le bouquin que j'ai co-réalisé avec d'autres il y a 2 ans, dans Faire renaître la démocratie. Nous pensons que le service civique ne doit pas seulement être une dimension universelle, mais obligatoire. Moi, je pense qu'à un moment donné, nous pouvons considérer que chaque personne a 6 mois à donner à la collectivité. Et je peux vous dire que les jeunes que nous prenons dans le service civique, 6 mois, des jeunes qui sont perdus, qui sont dans la recherche de leur propre devenir entre la sortie du lycée et la fac, beaucoup d'entre eux trouvent immédiatement un boulot, prennent confiance en eux, savent ce que c'est que le bien commun, savent comment le service d'accueil, comment on construit la complexité dans une commune. Si seulement les gens passaient par ce stade-là, on peut aussi imaginer qu'une partie de ce service civique puisse se faire au début de la retraite. Les gens ont un potentiel de don incroyable. En tout cas, je crois vraiment que c'est dans cette dimension-là qu'on doit avancer. Et puis, oui, c'est la société des égaux, Pierre-Anzor Vallon. Et puis, il y a la transition essentielle, je termine là-dessus, qui est l'ADN des chrétiens. C'est aujourd'hui d'être des résistants, ça a été dit. C'est de ramer à contre-courant de la déshumanisation de notre société. Une société marquée par l'uniformisation marchande, par la dictature de l'immédiat, par l'individualisme privé, moi d'abord, tout et tout de suite, par la mondialisation sans boussole. C'est quand même difficile. Eh bien, je peux vous dire qu'à Kingersheim, nous avons fait le choix de l'humain dans notre projet. Nous n'avons pas les plus belles routes de France, ni les trottoirs les plus léchés. Non, je ne pense pas. Mais nous avons donné à l'enfant sa place prioritaire, parce que c'est le citoyen de demain, parce qu'il mobilise la famille, parce qu'il revendique l'intérêt général. Nous avons donné la place aux familles pour qu'elles puissent s'épanouir. Place à nos aînés. Que ce qui compte, c'est l'éducation, la culture, les rencontres. Ce qui nous compte plus important, je l'ai dit, redit, réécrit, c'est ce qui est invisible. Pas forcément ce qu'on laissera en héritage, en équipement. Même si aujourd'hui on a tous les équipements, tous les services publics, mais ce qui me paraît plus important dans ce mandat, c'est comment construire ce qui est invisible. Le lien plutôt que le bien. Comment renforcer le vivre ensemble. C'est le sens du village des enfants que nous avons fait avant même qu'une première maison soit construite dans un lotissement. C'est le sens du centre de rencontre, d'échange et d'animation. C'est le sens de l'espace éducatif concerté entre enseignants, animateurs extérieurs. C'est le sens du parc des Gravières qui s'est ouvert l'an dernier sur 8 hectares au cœur de la ville comme une requalification d'une friche sportive. C'est le sens de l'épicerie sociale et solidaire où 50 bénévoles travaillent aux côtés d'une professionnelle pour accueillir des gens qui n'ont plus que 7 € comme reste à vivre dans la journée. 7 € comme reste à vivre. Et c'est le critère. Quand ils sont à 8, on ne peut pas les prendre. Oui, parce que c'est l'ANDAS qui fait les critères. C'est aussi les réseaux d'échange réciproque des savoirs. C'est une association éco-citoyenne qui s'appelle l'ECHED. C'est-à-dire qu'on a réhabilité un bâtiment industriel textile dans lequel ils ont créé une épicerie bio et un restaurant bio, un jardin potager bio à côté, avec le circuit court, avec la mise en place d'un maraîcher qui va se faire dans les prochains mois. Enfin, toute la dimension humaine, mais pas seulement humaine d'aujourd'hui, mais aussi
avec une vision de développement durable, même si j'aime pas beaucoup ce mot. Je termine pour dire que peut-être que les enjeux de la transformation, des transitions, de la métamorphose, c'est d'abord toujours l'option du sens. Les chrétiens sont des quêteurs. Ensuite, c'est la foi dans le potentiel d'humanité. Les chrétiens sont des croyants. C'est enfin la radicalité du possible. Les chrétiens sont des passeurs, animés par une démarche humaniste, authentique dans l'éthique, audacieux dans la pédagogie de transformation. Je termine par lire 2 phrases de celle que j'ai citée hier, Marion Collard, qui habite à 20 km de chez moi et qui a écrit L'autre Dieu. C'est un magnifique bouquin, il faut le lire. Elle dit sur un bouquin qu'elle est en train d'écrire avec moi sur j'ose pas dire le titre encore, comme un autre écrivain travaille on ose peut-être titrer un bouquin, La politique sera spirituelle ou ne sera pas. On est en train de fomenter ça. Voilà. Et cette phrase est la suivante. Jésus est venu réformer le religieux pour sortir des systèmes et redonner à la parole sa fluidité et son incarnation dans le concret des jours. Ce qui se révèle de l'échec du religieux et du politique, c'est l'absence du désir. Alors partons aujourd'hui avec ce désir d'être témoin, d'être acteur d'une société plus fraternelle. Ça va ? D'accord. Bien, bien. Donc, nous savons quoi remporter dans nos bagages. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. Donc, 2 annonces que vient